Welcome to Kitchen Table Conversations, a series of short and shareable conversation starters for those of us who have or love and support people with a complicated and beautiful brain. Bonjour à tout le monde et bienvenue au Kitchen Table Conversations. Je suis votre hôte, Angela, et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui sera encore une fois un peu différent, et honnêtement, cela faisait quelque temps que je voulais créer ce genre de balado différent. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai récemment publié la 2e édition de Ceci n'est pas votre guide de parentalité typique, un livre qui rassemble plus de 25 ans et même près de 30 ans d'expériences de première ligne en soutien aux personnes et aux familles vivant avec des conditions neurodéveloppementales complexes telles que les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, le TDAH, l'autisme, les traumatismes développementaux et les difficultés d'apprentissage qui sont souvent invisibles, mal diagnostiquées et mal comprises. Alors j'ai rencontré de nombreux proches aidants, éducateurs et éducatrices, fournisseurs de services, tantes, oncles, grands-parents, gardiens du savoir, travailleurs et travailleuses sociales, éducateurs et éducatrices en service à l'enfance et à la jeunesse, et de nombreux professionnels de la santé mentale. Ces personnes font de leur mieux, souvent avec des systèmes de soutien très limités, pour prendre soin d'enfants et de jeunes dont le cerveau fonctionne un peu différemment. Alors, ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est que les personnes responsables et les individus veulent de la compassion et non du jugement. Elles veulent de la clarté et non de la honte. Elles veulent des outils qui correspondent réellement au cerveau de leur enfant et non des conseils basés sur la volonté ou sur des tableaux de comportement. Et enfin, ils veulent se sentir vus. Alors c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, mais, et c'est vraiment important, je ne voulais pas créer simplement un autre livre audio. Ce livre est difficile à transformer en un livre audio réel parce qu'il est destiné à être interactif. Il est destiné à être tenu en main, à y écrire, à surligner, à y revenir et à en parler. De plus, il contient des sections pour la réflexion personnelle, des suggestions, des notes, des choses qui fonctionnent bien et des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, et peut-être des opportunités de questions, quelque chose à ramener à votre cercle de soutien. Alors, au lieu d'en faire un livre audio intégral, je voulais créer quelque chose qui donne l'impression que nous sommes assis ensemble, à une table de cuisine, peut-être avec une tasse de thé, discutant de grandes idées avec chaleur, compassion et honnêteté. Et c'est cela, la plongée en profondeur aujourd'hui. Ce n'est pas une lecture, c'est une conversation. C'est moi qui marche avec vous à travers des concepts principaux de ce livre, Through the Voices of Others. Et cela inclut une compréhension des différences basées sur le cerveau. Cela met en lumière la mémoire et l'impulsivité, les défis liés aux fonctions exécutives, la dysmaturité et l'âge émotionnel, la sécurité et la vulnérabilité, les routines, les limites et la structure, le soutien au comportement par les relations, la nutrition, le mouvement, l'interoception, le sommeil et le travail du cœur. C'est un travail difficile, le travail du cœur, d'être un ou une proche aidant, y compris votre propre bien-être. Donc, ce livre audio ou cet épisode audio ne remplacera pas le livre. Il est vraiment destiné à le soutenir et à inspirer la curiosité, une compréhension et un apprentissage plus approfondi, ainsi que des occasions d'avoir accès à différents conseils et stratégies qui pourraient être plus utiles. Alors considérez-le comme un compagnon du livre et de tout autre type de soutien que vous recevez déjà. Quelque chose que vous pouvez écouter en conduisant, en cuisinant, ou pendant un de ces moments tard le soir où vous vous demandez « Est-ce que je fais ça correctement ? Est-ce que je vais bien ? Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Pourquoi est-ce que je me sens si seule là-dedans ?» Parce que nous l'espérons, vous n'êtes pas seul. Et si quelque chose résonne dans cet épisode, n'hésitez pas à l'écrire dans la section réflexion du livre ou à en parler avec votre cercle de soutien encore. Mon espoir est que cette exploration approfondie, cette plongée en profondeur, vous apporte le confort et la clarté, ainsi qu'un rappel que vous faites un travail incroyablement significatif en tant que personne et proche aidant, même les jours qui semblent très lourds. Alors prenons une respiration ensemble, installons-nous dans ce moment et commençons à écouter cette plongée en profondeur ensemble. Bonjour et bienvenue. On a entre les mains aujourd'hui des extraits d'un guide parental d'Angela Geddes. Ça s'appelle Not Your Typical Parenting Guide. Et le titre ne ment pas. Non, vraiment pas. Ce guide, il nous demande de faire un virage à 180 degrés dans notre façon de penser le rôle de parent ou d'aidant. C'est exactement ça, un virage. C'est pas un livre de recettes miracles. Non. C'est une invitation à changer de lunettes,
de voir les choses autrement. L'approche est pensée pour les proches, les parents, les éducateurs, Mhm. de personnes qui vivent avec des troubles neurodéveloppementaux complexes, les TNC. On parle de TDAH, d'autisme, de troubles d'apprentissage, et aussi d'une réalité souvent mal comprise, les effets de l'exposition prénatale à des substances. Le TSAF, par exemple? Le TSAF, oui, le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Fait que l'objectif, c'est de faire le pont entre la recherche, tu sais, puis la vraie vie de tous les jours. Bon, si on doit faire un virage complet, commençons par la base, la nourriture. Ouais. Comment est-ce qu'on est supposé de repenser quelque chose d'aussi fondamental qu'un repas de famille? Bien, en partant du principe que le comportement, c'est une communication. Quand on voit une personne, mettons, manger les 12 muffins d'un coup, Ah oui. ou, à l'inverse, refuser de toucher à son assiette à cause des odeurs, le réflexe, c'est de voir ça comme un caprice. Ou un manque de discipline. Exact. Le virage, c'est de comprendre que c'est ni l'un ni l'autre. C'est souvent une manifestation directe de défis neurologiques. Un faible contrôle des impulsions ou une hypersensibilité sensorielle. D'accord, je comprends le principe, mais concrètement, on fait quoi? On peut pas juste laisser la personne manger tous les muffins. Où est la limite entre la compréhension et la permissivité? La réponse du guide, c'est la structure. La solution, c'est pas la punition. C'est la prévisibilité. OK. Ça veut dire établir des routines de repas claires, à des heures fixes, avec des aliments entiers, en limitant des choses comme les colorants alimentaires qui peuvent irriter certains systèmes nerveux. On offre un cadre extérieur pour aider la régulation intérieure. C'est ça. On devient en quelque sorte une partie de son système de régulation. Et ça va jusqu'à repenser le repas lui-même. J'ai noté la suggestion de faire un pique-nique sur le plancher du salon. Oui, Au début, ça sonne un peu bizarre, mais je pense que je vois l'idée. c'est une excellente illustration de la philosophie. Si l'objectif, c'est de forcer tout le monde à rester assis parfaitement droit à table pendant 45 minutes, Mhm. et que pour une personne, c'est une torture, alors le repas est un échec. Mais si l'objectif, c'est de se nourrir puis de connecter, Alors, un pique-nique sur le sol, ça marche? exactement, ça atteint les deux buts sans le conflit. On change l'environnement pour qu'il corresponde aux besoins au lieu d'essayer de forcer la personne dans un moule qui ne marche pas pour elle. Donc, c'est pas juste d'être plus cool, c'est de se dire si la personne a de la misère, le problème, c'est peut-être le cadre, pas la personne. Précisément, si une approche traditionnelle ne fonctionne pas, c'est pas la personne qui est en échec, c'est l'approche qui n'est pas adaptée. Cette idée d'adapter l'environnement, ça doit s'appliquer ailleurs. Je pense à toute l'énergie physique que certains jeunes ont. Le guide parle du mouvement comme un pilier essentiel. Essentiel. Pas juste une bonne idée. Pour un cerveau neurodivergent, l'activité physique, c'est pas un luxe. C'est un outil de régulation fondamental. D'accord. Ça aide à gérer l'humeur, ça améliore les fonctions exécutives, ça clarifie les pensées. Le guide met l'accent sur les activités structurées, sport d'équipe, arts martiaux. Attends une minute. Des sports comme la boxe ou le taekwondo pour un enfant qui est déjà impulsif. Ça me semble complètement contre-intuitif. C'est comme donner une boîte d'allumettes à un pyromane, non? Ah ouais, je sais. C'est une crainte super commune et le guide l'aborde directement. Mais les données puis l'expérience sur le terrain montrent le contraire. Ah ouais? Dans un dojo de taekwondo, il y a un cadre qui est extrêmement clair. T'apprends quand frapper, où frapper et surtout, quand ne pas frapper. Ah, OK. Tu apprends le contrôle de ton corps, de tes impulsions dans un environnement supervisé, respectueux. L'énergie qui pourrait être chaotique dans la cour d'école est ici canalisée, transformée en compétence. On ne supprime pas l'intensité. On lui apprend à danser. Exactement. On lui donne une structure pour s'exprimer de façon constructive. Et ça crée des occasions de succès pour quelqu'un qui, peut-être, vit beaucoup d'échecs dans un cadre scolaire plus traditionnel. C'est un point crucial pour l'estime de soi. Oui, mais la responsabilité est partagée. Les coachs, les organisations sportives, ils doivent être informés. Si un jeune oublie son équipement, c'est pas un manque de respect, c'est un symptôme de défi avec ses fonctions exécutives. Fait que la solution, c'est peut-être une checklist visuelle dans son sac. Ou un système de jumelage avec un coéquipier. Encore une fois, on adapte l'environnement. On a adapté la table à manger, le gym. Qu'est-ce qu'on fait avec l'extérieur? Le guide utilise une phrase que j'ai trouvée très belle. Il n'y a pas de bulletin scolaire dans le vent. Ça résume tout, hein? La nature, ça juge pas. Le guide parle du concept japonais de Shinirin Yoku, le bain de forêt. Mhm. Des études ont démontré ses effets physiologiques. Ça réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress. Pour un système nerveux qui est souvent en état d'alerte, c'est comme peser sur reset. Mais c'est juste une question de relaxation.
Une marche en forêt, c'est bien, mais ça règle pas les problèmes de fond, comme le sentiment d'être un fardeau, mettons. Ramasser les feuilles, pelleter la glace d'une patinoire, aider à nettoyer un parc, sont pas des corvées, ce sont des contributions. Ah, je vois. Pour une personne qui est souvent étiquetée comme le problème, avoir un rôle défini, valorisé, savoir qu'on est utile, c'est transformateur pour l'identité. Tout ça, là, planifier les repas, trouver le bon spa, passer du temps dehors, ça demande une quantité énorme de calme de la part de l'aidant. Ce qui m'amène à un concept clé du guide. Mhm. Qui conduit l'autobus? Oui. L'idée, c'est de faire une distinction claire entre les décisions de parents puis les décisions d'enfants. Demander à un enfant dont le cerveau est immature de prendre des décisions complexes, c'est comme lui donner les clés de l'autobus sans qu'il sache conduire. Tu le mets en situation d'échec. Exact. Et tu génères du chaos pour tout le monde. Rends-moi ça concret. Le classique champ de bataille, tout. L'heure du dodo. Comment est-ce que ça s'applique? L'approche à éviter, c'est la question qui implique un choix qui n'existe pas. Genre, veux-tu aller au lit maintenant? La réponse, c'est non, c'est sûr. C'est ça, puis la bataille commence. Le parent, lui, le conducteur de l'autobus, prend la décision d'adulte, l'heure du coucher, c'est pas négociable. Par contre, il peut offrir des choix à l'intérieur de ce cadre. OK. La minuterie va sonner dans 5 minutes, et puis ce sera l'heure de mettre le pyjama. Tu veux mettre celui avec les requins ou celui avec les fusées? Donc, on est ferme sur la destination, on s'en va au lit, mais on offre de l'autonomie sur le chemin. C'est exactement ça. La limite devient une source de sécurité, pas une punition. L'enfant sent qu'il a un certain pouvoir, mais dans un cadre qui le protège. Mais pour être ce conducteur calme, on ne peut pas rouler avec le réservoir vide. Ça nous amène au chapitre « On ne peut pas verser d'une tasse vide C'est la fondation, tout le reste. Le guide est très clair là-dessus. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est une stratégie de survie. ». Essentiel. Quand l'aidant est épuisé, son système nerveux est dérégulé et c'est impossible de servir de régulateur pour quelqu'un d'autre. C'est là que les limites deviennent floues, que la frustration s'installe. Que le ressentiment peut naître. Oui, Mais c'est facile à dire. Pour un parent qui est déjà complètement débordé, le conseil « Prenez du temps pour vous » peut sonner comme une autre tâche sur la liste, une autre chose à laquelle on échoue. oui. Et le guide donne des pistes réalistes. Il insiste sur la notion de micro-pause. Il ne s'agit pas de partir une fin de semaine au spa. Non. Il s'agit de protéger jalousement 10 minutes le matin pour boire son café seul, de mettre des écouteurs puis d'écouter une chanson en faisant la vaisselle, de prendre 5 grandes respirations avant de sortir de l'auto. Ce sont des nécessités, pas des luxes. Exactement. C'est pour réguler le système nerveux de l'adulte, pour qu'il puisse ensuite être le leader dont l'autre a besoin. Et j'imagine que quand notre tasse est un peu plus pleine, c'est plus facile de faire ce que le guide propose ensuite. C'est un autre changement de perspective. Recadrer ce qu'on observe. On parle de l'enfant vif d'esprit. Oui, au lieu de voir les traits de personnalité comme des défauts à corriger, on les voit comme des forces à canaliser. Donne-moi un exemple. Une énergie débordante, c'est peut-être un futur athlète. Une tendance à argumenter sur tout, c'est peut-être un futur avocat. Ou un leader avec de fortes convictions. Le recadrage est puissant, mais dans le feu de l'action, quand un enfant utilise sa voix de dehors en plein milieu de l'épicerie, c'est difficile de voir le futur leader. On voit surtout le chaos. Ben oui. L'objectif, c'est pas d'éteindre la flamme, mais de lui construire un foyer sécuritaire. Ça passe par beaucoup de préparation, d'enseignement explicite. OK. On enseigne la différence entre la voix pour la cour de récréation et la voix pour la bibliothèque. On utilise des aides visuelles, des scénarios sociaux. On dit pas « arrête d'être intense ». On dit quoi? On dit « ici, c'est un moment pour l'intensité numéro 2 sur 10 ». Tantôt au parc, tu pourras monter à 10 sur 10. On donne des outils pour moduler, pas pour éliminer. Ce recadrage demande de vraiment comprendre le pourquoi derrière un comportement. Le guide explore des fonctions cérébrales spécifiques, parlons de la mémoire et de la confabulation. La confabulation, c'est quand le cerveau, pour combler un trou de mémoire, invente une information plausible. Il invente. Oui, en utilisant des bribes de vrais souvenirs. Pour la personne, cette nouvelle version est la vérité. Mais de l'extérieur, ça ressemble à un mensonge délibéré. Et c'est là que ça fait mal. C'est un concept difficile à intégrer. Notre réflexe, c'est de corriger, de dire non, c'est pas ça qui s'est passé. Le guide suggère quoi? L'approche est contre-intuitive. Faut éviter la confrontation directe.
Ça cause de la honte, ça brise la confiance. La stratégie, c'est de valider l'émotion derrière le récit. Sans confirmer le fait? Exactement. Si la personne raconte une histoire où elle s'est sentie traitée injustement, on peut dire ça a dû être vraiment frustrant de te sentir comme ça. L'objectif premier, c'est de protéger la dignité. Le guide compare ça au film Le jour de la marmotte. Des fois, il faut réenseigner les mêmes choses jour après jour avec patience, sans reproche. Protéger la dignité tout en gérant la réalité. Ça doit s'appliquer aussi aux concepts abstraits, comme le temps, l'argent. Absolument. Pour un cerveau qui pense de façon très concrète, c'est incroyablement difficile. Le guide propose des stratégies pour rendre l'abstrait tangible. Comme? Au lieu d'une carte de débit, qui est un concept, on utilise des enveloppes physiques avec de l'argent comptant. Pour expliquer 30 minutes, on ne dit pas juste 30 minutes, on dit « c'est le temps d'un épisode de ton émission préférée ». On ancre l'abstrait dans le concret. Ce qui m'amène à la question de l'impulsivité et de la confiance. Le guide donne un exemple assez direct. Ne pas laisser son sac à main sans surveillance. Certains pourraient se dire « alors je peux jamais faire confiance à cette personne ». C'est une question de recadrage. C'est pas un manque de confiance envers la personne, c'est une compréhension réaliste du défi neurologique. C'est une mesure de protection, pas de suspicion. C'est de la réduction proactive des risques. En enlevant la tentation. Tu protèges la personne d'une situation où elle pourrait commettre une erreur coûteuse, une erreur qui serait bien plus dommageable pour son estime de soi et pour la relation. Tu gères l'environnement, tu ne juges pas la personne. Alors si on vient à notre point de départ, ce virage à 180 degrés, tout semble converger vers une idée centrale. Oui, Arrêter d'essayer de réparer la personne et commencer à agir comme son cerveau externe, en adaptant l'environnement. c'est le cœur du message. Tout comportement est une communication. Faut jouer au détective. Se demander « qu'est-ce que ce comportement essaie de me dire? » De l'anxiété? Une surcharge sensorielle? Une fois qu'on comprend la cause, on peut agir sur l'environnement. Plutôt que simplement de réagir aux symptômes. Exact. L'auteur cite Maya Angelou. « Faites de votre mieux jusqu'à ce que vous sachiez mieux. Et quand vous savez mieux, faites mieux. » Ce guide, c'est un outil pour savoir mieux. Le guide insiste beaucoup sur la nécessité pour les aidants d'ajuster leurs attentes. Et ça m'amène à une réflexion plus large. Dans combien d'autres sphères de la vie on applique des attentes universelles? Et que se passerait-il si on commençait plutôt par adapter l'environnement au lieu d'exiger que la personne, elle, s'y conforme? C'était Kitchen Table Conversations. Nous espérons que cette plongée en profondeur vous a donné quelque chose de réconfortant, quelque chose de clarifiant et peut-être même quelque chose que vous pourrez ramener à votre famille, à votre cercle de soutien ou même aux jeunes de votre vie qui font de leur mieux avec leur cerveau compliqué et merveilleux. Nous espérons donc que vous vous souviendrez que vous n'avez pas à tout porter seul. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être efficace et chercher du soutien et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent un signe de sagesse. Alors si cet épisode a résonné en vous et si vous souhaitez en savoir plus, consultez mon site web ou n'hésitez pas à jeter un œil au livre lui-même. Avec tous mes remerciements, Angela.